Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Vous ne les voyez pas et pourtant, ils sont partout, dans vos aliments, dans l'eau que vous buvez, dans l'air que vous respirez, dans votre shampoing, votre dentifrice ou encore dans les jouets de vos enfants. Je veux parler bien sûr de ces fameux perturbateurs endocriniens. Et ce sera le sujet aujourd'hui de notre émission de La Santé d'abord. Perturbateurs endocriniens, un mot qui fait peur, c'est vrai. Alors pourquoi faut-il s'en méfier? Comment agissent ces substances sur notre organisme? Et quelles sont les plus dangereuses pour notre santé? Comme toujours dans cette émission, l'idée évidemment n'est pas de vous angoisser encore plus, mais de vous proposer des solutions concrètes et accessibles. Et ce que nous allons faire encore aujourd'hui avec mes invités qui vont nous expliquer comment remplacer, éviter au maximum ces perturbateurs endocriniens qui ont tendance à s'inviter un peu trop souvent dans notre quotidien. Marie Lecourt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du pôle prévention santé chez Vive. Et Lionel Homer, bonjour. Bonjour. Et vous êtes gynécologue obstétricien à Saint-Brieuc. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Mais tout de suite, allons interroger les Français sur ces perturbateurs endocriniens. Savent-ils déjà les identifier? Connaissent-ils réellement leurs conséquences sur notre santé? Que font-ils, eux, pour les limiter dans leur quotidien? C'est un reportage de Damien Desmier. Pour moi, un perturbateur endocrinien, c'est un produit qui est ajouté, soit pour donner du goût, soit pour donner de la couleur, soit pour ajouter de la consistance. C'est quelque chose, un produit qui va perturber le fonctionnement naturel du corps humain, d'endocrine entre autres. Voilà. Alors, on les trouve dans multiples produits, dans multiples plantes. Je pense dans tous les produits un peu, je pense. Je pense dans les sols, dans les cols, dans les peintures, dans tout ce qui est plastique, peut-être même dans le textile. On peut trouver des perturbateurs endocriniens donc dans les produits, dans les parabènes, donc dans les produits autobronzants. Et actuellement, je pense qu'il y en a moins par contre, c'est un petit peu plus surveillé. Sont-ils dangereux? Oui, je pense, oui. Très dangereux, je dirais. Mais parce qu'on ne s'en débarrasse pas. Alors, les gestes simples pour se protéger des produits endocriniens, perturbateurs endocriniens, c'est de ne pas en utiliser, de ne pas en acheter. Et peut-être éviter d'utiliser trop de plastique, d'utiliser trop de produits qui peuvent être nocifs, surtout le parabène, quoi. Ce qui me vient à l'esprit, c'est de vérifier le contenu de ce que l'on mange, de lire les étiquettes. Lire les étiquettes, faire attention à ce que l'on mange. Alors c'est vrai qu'ils ont quand même quelques notions sur ces perturbateurs endocriniens. Je pense qu'on sait tous, on en a tous déjà entendu parler maintenant, comment les limiter dans notre quotidien, parce qu'on va le voir, ils sont vraiment partout. Mais retour aux fondamentaux d'abord. Un perturbateur endocrinien, c'est quoi et comment agit-il dans notre organisme? Alors, un perturbateur endocrinien, en fait, c'est une substance qui est étrangère à notre corps et qui peut être soit naturelle, soit artificielle. Et comme ça a été très bien dit dans la vidéo, c'est que ça perturbe en effet le système hormonal, en fait. Ça a une action sur nos hormones. Tout à fait. Donc, ça peut entraîner, du coup, des troubles de la fertilité, des cancers hormonodépendants. On observe aussi, oui, il y a épidémie d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de puberté précoce aussi, voilà, qui vont avoir des répercussions un petit peu plus tardivement. Il y a pas mal effectivement, tous les domaines de la santé sont touchés, tous les organes cibles, effectivement, sont impliqués dans l'interaction des perturbateurs endocriniens. Ouais. En fait, ils interagissent avec notre système hormonal. Certaines catégories de la population sont plus à risque. Oui, tout à fait. En effet, les personnes dites fragiles, en fait, de manière générale, donc les femmes enceintes, en font partie. Les nouveau-nés aussi, on sait qu'il y a cette période des 1000 premiers jours, ce qu'on appelle les 1000 premiers jours, avec la période de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, où en effet l'exposition à ces fameux perturbateurs endocriniens en fait, va avoir un effet, ou peut avoir un effet sur la future santé de l'enfant.
Comme lorsqu'il est exposé in utero dans le ventre de la maman aussi. Voilà, d'où l'importance pour les femmes enceintes de faire vraiment attention à ceux auxquels elles s'exposent. Et puis aussi les personnes qui présentent des pathologies, par exemple, les personnes âgées. Voilà, toutes les personnes qui ont un système aussi immunitaire ou hormonal qui peut être un peu défaillant, affaibli. donc elles doivent être forcément un peu plus vulnérables. Alors évidemment, c'est impossible de les éliminer complètement de notre quotidien parce qu'ils sont un peu partout. Dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation, dans les produits cosmétiques, etc. Mais en prenant quand même quelques bonnes habitudes, on peut limiter notre exposition, et ce que nous allons voir ensemble. On va commencer par les perturbateurs endocriniens que l'on peut ingérer directement au niveau de notre alimentation. Mais attention aussi au mode de cuisson, de conservation, parce que nos perturbateurs endocriniens, on peut les retrouver dans nos tupperwares, dans nos poêles à frire, etc. Concernant déjà juste les aliments, quelles sont vos recommandations pour éviter au maximum les perturbateurs endocriniens ? Manger bio, j'imagine ? Tout à fait. Alors, en effet, le bio, l'alimentation bio, choisir plutôt des produits avec des labels. Donc, qui sont garants d'une moindre utilisation en fait, de produits de synthèse, notamment de produits chimiques. Et si c'est pas bio, le fait de rincer, est-ce qu'on élimine une partie des perturbateurs endocriniens quand même, ou des épluchés ? On va en éliminer une partie, mais par contre, effectivement, le fait de les éplucher aussi, on perd une source c'est ça, d'apport de nutriments qui est un petit peu dommage. Et comme vous le disiez, c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper. Comme on les rencontre sur toute la chaîne alimentaire, c'est dommage d'acheter du bio et puis finalement, derrière, de ne pas le cuisiner dans un contenant qui n'est pas nocif et ensuite de le conserver dans un contenant qui ne le serait pas lui-même non plus. On va voir les contenants après, parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de consommer bio si après on contamine par autre chose. On essaye également de consommer le moins d'aliments transformés, parce que là aussi, on nous rajoute beaucoup d'additifs, de substances nocives pour notre santé. Oui, effectivement. Ils sont très attractifs. En fait, le marketing est bien fait pour qu'on se dirige vers ces produits, mais en fait, ils n'ont pratiquement pas de qualité nutritionnelle. Ils sont à très fort apport calorique et les produits, effectivement, n'existent plus au stade de matière première, en fait. Donc, c'est des aliments qu'il faut éviter le plus possible. Et surtout, on a rajouté beaucoup d'additifs, Marie, c'est ça ? Exactement. Dès que vous voyez là, attention, potentiel perturbateur endocrinien. Exactement, c'est tous les produits en fait dans lesquels il va y avoir de la couleur, où il va y avoir des parfums, où il va y avoir une texture finalement qui n'est pas naturelle du tout. C'est comme ça qu'on peut en effet les reconnaître. Et puis la lecture en fait des étiquettes permet aussi rapidement de voir que finalement il y a des produits Alors justement, quand on lit une étiquette sur un aliment, il faut être vigilant sur quoi Bon, déjà, plus c'est long, plus il faut se méfier. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut être vigilant en disant là, attention ? Oui, tout à fait. En effet, en regardant les étiquettes, en fait, ça permet de voir déjà le nombre de produits qu'il va y avoir en fait, dans le produit ultra transformé. Donc, plus elle est courte, et ça, c'est valable pour l'alimentation, mais aussi les cosmétiques, on en reparlera certainement, mais plus elle est courte, et mieux c'est. Dans l'alimentation, on a aussi la chance, j'ai envie de dire, d'avoir l'ensemble des produits qui sont justement dans le produit qu'on va concerner, ce qui n'est pas forcément le cas des produits d'hygiène ou cosmétiques. Mais en tout cas, ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'il y a vraiment dedans. Et notamment quand il y a des et des choses qui sont pas naturelles, qui sont pas naturelles, de s'en rendre compte assez rapidement et d'identifier ces fameux perturbateurs endocriniens. Et qu'est-ce que vous pensez des applications, pour en citer une, Yuka par exemple, pour se repérer, justement, pour mieux se repérer au niveau des aliments? Alors, ça peut être une bonne aide. Yuka, c'est pas forcément celle qui a ma préférence. Il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus... Comme par exemple ça peut être Scan4Chem, ça peut être quel produit par l'UFC Que Choisir qui balaye effectivement l'alimentation et les produits cosmétiques et qui vous donne des informations assez utiles et faciles à comprendre en fait. Vous parliez tout à l'heure des contenants, des récipients pour conserver nos aliments. Là aussi, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix? Le plastique? Oui, mais comment on fait quand vous allez acheter du jambon ou du saumon fumé, etc. C'est compliqué aujourd'hui de ne pas l'avoir sous plastique. Donc, quels sont vos conseils justement pour limiter au maximum ces perturbateurs endocriniens? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plastique finalement dans notre alimentation et dans les contenants. Ce qui est important, c'est d'utiliser surtout des contenants qui sont dits stables, c'est-à-dire le verre, la céramique, la porcelaine, voilà, qui ne vont pas réagir à la chaleur notamment. Ce qui est important, c'est vraiment de se dire que quand on chauffe un produit, le plastique va aussi chauffer. Donc on ne réchauffe jamais un aliment dans une barquette en plastique, on le met toujours dans une casserole, en inox, etc. Mais quand on conserve au réfrigérateur, l'aliment est froid,
Qu'est-ce qu'on là, c'est problématique si c'est alors dans une barquette en plastique ou... Alors, le froid, on peut en effet le conserver dans une barquette en plastique, pourquoi pas. Maintenant, le moins de plastique est quand même le mieux. Et notamment, on sait qu'il y a des aliments qui vont réagir en fait avec le plastique. Je pense les aliments acides, par exemple le citron, la tomate, qui vont quand même désagréger en fait le plastique. Et donc, on sait que le plastique va passer dans l'aliment. D'accord. Tout ce qui est viande et matières grasses. Les matières grasses, d'accord. Donc, dans là, ces cas-là, les substances peuvent passer. Ouais, ça interagit avec le plastique. D'accord. Attention aussi à la bouilloire en plastique, on n'y pense pas assez, mais là, on se prend une bonne dose de perturbateurs endocriniens, on prend des bouilloires en inox, on est d'accord. L'eau du robinet, Marie, c'est l'eau du robinet. Là aussi, on en trouve. Nous, on recommande l'eau du robinet. En bouteille en plastique. Alors, bouteille en plastique, déjà, c'est un déchet, la bouteille en plastique. Souvent, elle est malheureusement réutilisée alors que c'est à usage unique. Et en plus, la bouteille en plastique, comme on le disait, elle va réagir en fait aux différentes températures. Il suffit qu'on laisse la bouteille de plastique dans la voiture en pleine chaleur, ou même pas qu'en pleine chaleur, mais à la lumière, elle va réagir. Et du coup, on sait que la bouteille en plastique n'est pas du tout la bonne solution et la bonne idée. Alors, il y a aussi tous les perturbateurs endocriniens que l'on met sur la peau. Gel douche, shampoing, crème pour le corps, le visage, le maquillage. La moitié des cosmétiques sont pollués par des perturbateurs endocriniens. Et il y a des chercheurs californiens qui ont mené une étude assez rigolote. Ils ont mesuré la quantité de rouge à lèvres que l'on avale dans une vie. Enfin, je parle des femmes, bien sûr. Ce serait 2 kilos. C'est-à-dire que dans une vie, on avalerait 2 kilos de rouge à lèvres, sachant qu'il y a quand même beaucoup de perturbateurs endocriniens dans du rouge à lèvres. Là aussi, attention à ce qu'on va mettre sur les lèvres. Et c'est un chiffre issu du livre d'Isabelle Doumain, que je pense que vous connaissez. Perturbateurs endocriniens, une bombe à retardement pour nos enfants. Bon, on ne va pas arrêter non plus de se laver ou de se maquiller. On va essayer de prendre un minimum de risques. Quels sont déjà les produits sur lesquels il faut être vigilant ? Sur le plan de la cosmétique, oui, sur le plan de la cosmétique. Malheureusement, j'ai envie de dire qu'il faut se méfier de tous les produits et éventuellement, effectivement, aller chercher des produits qui seraient labellisés avec un label bio et qui permettrait de réduire effectivement la composition en perturbateurs endocriniens et à la fois aussi l'emballage. Alors, en même temps, tous les produits qui se rincent, on peut se dire qu'il y a un petit peu moins de risques, hein, Marie, c'est un peu moins dangereux. Oui, en effet. L'idée, c'est vraiment de se dire... choisissons, comme le disait le docteur Omer, plutôt des produits labellisés, mais c'est vrai qu'on sait qu'un produit qui va rester sur la peau, qui ne se rincera pas, du coup l'exposition va être plus longue. Et donc c'est important de faire encore plus attention dans le choix de ce produit, puisqu'il va avoir un effet en fait, plus important. En fait. Là encore, il faut savoir décrypter les étiquettes, mais c'est plus compliqué avec les produits cosmétiques parce qu'il y en a beaucoup. Dans le reportage, tout le monde parlait du parabène. C'est effectivement... alors aujourd'hui, les plus dangereux sont interdits, on est d'accord ? Donc il faut encore se méfier des parabènes aujourd'hui. Se méfier, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça et surtout toujours se poser la question, est-ce que j'ai besoin de ce produit ? Est-ce que je ne peux pas faire autrement aussi ? Parce qu'on a beaucoup de produits dans nos salles de bain. Alors l'idée après l'émission, ce n'est pas de tout jeter, mais de faire ce qu'on peut et surtout de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit-là ? Parce que ça pollue aussi nos eaux quand on le rince. Et de les choisir le mieux possible, c'est-à-dire autant que possible le plus simple, avec le moins d'ingrédients et d'avoir des produits qui peuvent être labellisés par exemple. Alors justement, quels sont les labels que vous recommandez, vous, sur ces produits cosméto ? Il y en a 4 principaux. Il y a le label EcoCert qui est commun et qui est quelque chose auquel on peut se référer. Effectivement, cosmétique bio, nature et progrès, mais celui-ci est quand même un petit peu au-dessus des autres. C'est un organisme français. Normalement, avec ces trois labels-là, vous devez vous en sortir pour refaire entièrement votre trousse à maquillage. Oui, mais alors justement, parfois en maquillage, on ne trouve pas des produits bio qui soient performants en termes de maquillage. Donc c'est vrai qu'on va essayer de prendre des marques qui ne sont pas 100% bio, mais on peut être déçu parfois. En cosmétique en général, je parle à une femme, on est d'accord. En cosméto, parfois on est déçu. Ne serait-ce que sur le déodorant. C'est vrai que trouver un bon déodorant qui sent bon, sans sel d'aluminium, sans perturbateur endocrinien, c'est pas simple. C'est pas évident. Après, je pense qu'il faut vraiment se dire que, déjà on fait ce qu'on peut, parce qu'on ne peut pas révolutionner à la fois nos cuisines, nos salles de bain et la maison en général. Donc on fait ce qu'on peut. Et il faut vraiment se poser la question de est-ce que là, peut-être, on peut faire un pas de côté et trouver un produit qui soit... Alors, est-ce qu'il y a 3-4 produits comme ça, où quand on les voit, on se dit non, là j'achète pas parce qu'il y a vraiment danger. S'il y aurait, je sais pas, 4 molécules, on se dit là j'évite.
Il faut être particulièrement vigilant sur les déodorants. Mais en termes de nom de molécules, par exemple, si je vois propylparabène ou ce genre de choses, ça j'évite. Triclosan dans les dentifrices aussi. Ouais. Si on pouvait donner un petit conseil pratique aux personnes qui nous regardent en ce moment et qui se disent qu'est-ce qu'il faut que j'évite à tout prix. Moi, j'ai envie de dire, c'est compliqué en fait de vous donner 4 noms parce que très souvent, en fait, ils contiennent toujours un produit qui est un petit peu controversé, voire nocif. Oui, mais les pires en fait, ceux vraiment où là on se dit no way. Ouais, les parabènes, les lauréates, qui sont irritants. Tout ce qui va finir en île, comme vous l'avez dit, quoi. Ça, c'est globalement, tout ce qui est en île. Les parfums, tout ce qui est fragrance, parfum aussi. Parce qu'ils mettent des conservateurs. Les colorants, dès qu'on voit un produit avec des colorants. Et puis, je crois que déjà, en regardant le produit, en voyant qu'il y a une petite fleur qui nous indique un parfum, déjà, on peut se dire que oui, celui-là, il faut plutôt l'éviter. Et attention, tout ce qui est phtalate aussi. Hein. Ouais. Là, on en trouve beaucoup dans les vernis à ongles. Les rouges à lèvres, parce que c'est des conservateurs, hein, c'est ça. Les phtalates, ce sont aussi des matières qui permettent d'assouplir le plastique, notamment. Et donc, on sait que ce sont des perturbateurs endocriniens auxquels il faut faire attention. On trouve dans les parfums, etc. Et puis, les crèmes solaires aussi, attention. Hein, en protégeant sa peau, on risque aussi de s'exposer non plus au soleil, mais aux perturbateurs endocriniens. C'est ça. Docteur Omer, il faut faire un choix entre effectivement avoir l'aspect blanc et effectivement prendre un petit peu moins de couleur, ou choisir une crème solaire qui sera efficace, mais qui risque d'être un petit peu délétère, effectivement. À la Donc, fois pour des filtres minéraux, c'est ça qui donne l'aspect un peu blanc. Exactement. Non, maintenant, ils en font qui sont vraiment, pour le coup, au niveau des crèmes solaires. Oui, il faut trouver son produit. Oui, il faut des crèmes quand même, c'est plus le masque blanc qu'on pouvait avoir quand on était. Et puis c'est vrai qu'il faut aussi se dire que la crème solaire n'est pas toujours nécessaire. Et si on peut faire autrement avec l'ombre déjà, avec une exposition, éviter l'exposition entre 12h et 16h, plutôt des vêtements aussi, et notamment chez les enfants, ne pas exposer les bébés aussi. Déjà, ça évite des crèmes solaires qui, malgré tout, même si elles sont avec des filtres organiques, vont être quand même des produits chimiques auxquels il faut faire attention. Alors, je vous propose de nous rendre à la clinique mutualiste du Médoc, où Marie Lecourt, justement, vous animez un atelier nesting. Avant de regarder le reportage, expliquez-nous déjà ce que c'est qu'un atelier nesting. C'est un atelier en fait à destination des futurs et des tout jeunes parents. Et puis ça peut être aussi l'entourage de ce public-là, des professionnels de la périnatalité, donc de la petite enfance. L'idée, c'est de justement leur passer des infos, des astuces, des conseils autour de comment limiter en fait l'exposition de leur futur bébé ou jeune bébé par rapport à tout ce qu'on a pu déjà évoquer. Voilà, donc c'est ludique, c'est des temps aussi entre parents, parce qu'il y a des parents qui font déjà beaucoup de choses très bien. Donc c'est aussi valoriser ce qu'ils font. C'est partager les expériences, des conseils, des astuces. Tout à fait. Bien justement, je vous propose de découvrir quelques moments de cet atelier. C'est un reportage de Régis Peignard. L'atelier nesting, c'est le fait de faire son nid et c'est sensibiliser les futurs parents et les jeunes parents aux pollutions chimiques, aux pollutions qui sont dans leur environnement. On sait qu'entre la période de conception et les 2 ans de l'enfant, c'est une période charnière pour la santé du nouveau-né, mais aussi la santé du futur adulte qu'il sera. Et pour ça, justement, les ateliers nesting ont pour objectif de leur donner des clés pour essayer d'avoir des bonnes habitudes au quotidien pour protéger la santé de leur bébé. Nous sommes formés auprès de l'association WECF, qui est une association internationale. 3 messages principaux dans les ateliers nesting qu'on essaie de véhiculer, ça va être aérer le logement. Nos intérieurs sont très pollués, 10 fois plus pollués que l'extérieur. Utiliser le moins de produits possible. Et ça va être aussi choisir leurs produits avec des écolabels. Faire attention aux petits détails et pareil à la composition en termes de nombre d'ingrédients. Nous, on est déjà sensibilisés à ça à la maison, mais ça apporte plus de précision. Et j'ai trouvé que c'était bien de l'entendre de la bouche d'une praticienne de santé, quoi. Ce sont des ateliers qui durent 2 heures. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de motiver les parents à adopter des bonnes habitudes. Et c'est vraiment des ateliers qui sont ludiques. On s'appuie sur des jeux de rôle, des tris, mais je ne vais pas tout dévoiler pour justement les sensibiliser.
Vous connaissiez, Dr Omer, ces ateliers nesting? Oui, tout à fait. On les a mis en place aussi au sein de la maternité où je travaille. Et on essaye aussi, il y a ce qu'on appelle la chambre des erreurs, qui reconstitue un environnement domestique et dans lequel on va pouvoir justement laisser se promener les futurs parents. Et puis on va leur poser des questions sur tout ce qui est du sol au plafond, le côté aussi baignoire, cosmétique de l'enfant. Ça marche pas mal. Alors juste un mot avant de parler de l'air intérieur de nos maisons. Les vêtements, on fait comment pour les vêtements? Parce que là aussi, on peut trouver des substances un petit peu toxiques. Mais bon, on va pas malheureusement, les vêtements sont en effet... peuvent poser problème. Et il faut y faire attention, encore une fois, notamment pour les personnes fragiles et les femmes enceintes, les bébés. L'idée, c'est vraiment d'avoir des matériaux les plus simples possibles. Donc, ça va être du coton, par exemple. Et on peut se fier, encore une fois, au label. Donc, par exemple, Ecotex, qui permet d'avoir des produits quand même plus sains. Ou des vêtements de deuxième main aussi. Exactement. Ça marche beaucoup en ce moment auprès des jeunes. Je trouve que ça, c'est tout à fait. C'est une bonne initiative, en tout cas. Tout à fait. Les laver, ne pas les porter tout de suite et les laver. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. C'est pas un réflexe que les gens ont, mais effectivement, c'est la première chose à faire. Avant de le porter. Avant de le porter, ouais. Bon, et puis on peut aussi retrouver ces satanés perturbateurs endocriniens dans l'air que l'on respire au sein même de sa maison. D'où va venir principalement cette pollution, Dr Omer? Eh bien justement de tout ce qu'on va ramener dans notre maison, c'est-à-dire la décoration, l'équipement, les vêtements, ce qu'on peut ramener de l'extérieur aussi. Par exemple, ici, là, c'est bourré de perturbateurs endocriniens. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Il y en a où il y en a là, dans le revêtement de mon canapé. Oui, particulièrement, parce qu'il est probablement traité contre les flammes. Ouais, ça, c'est particulièrement... les retardateurs de flammes. Exactement, voilà. Il doit y avoir ça. C'est la norme aussi pour les équipements de la maison, mais quelque part, ça nous protège, mais quelque part, c'est délétère aussi. Et là, on ne peut rien y faire, là, pour le coup. Alors, il existe des matériaux qui en comportent moins. Ça, c'est une première possibilité. Sinon, c'est acheter des matériaux qui ont déjà eu une première vie, ou alors les déballer, les installer, les faire reposer à l'extérieur avant de les installer dans son domicile, ce qui n'est pas toujours très pratique. Voilà, il faut avoir une très, très grande terrasse. Voilà. Ou alors, il faut aérer régulièrement sa maison, Marie, c'est ça. Tout à fait. L'aération, la ventilation, c'est un peu la clé aussi de la limitation, de la réduction des perturbateurs endocriniens notamment et des polluants en général. On sait que nos logements sont 10 fois plus pollués que l'air extérieur, donc il faut vraiment penser à tous les jours, 2 fois 10 minutes, à aérer son logement, ne pas boucher justement les bouches d'aération, les VMC, les utiliser, elles sont faites pour. Parce que c'est vraiment un moyen de réduire tout ça. Alors, nous sommes allés à Lyon rencontrer une équipe spécialisée dans la santé du bâtiment et notamment dans l'analyse de l'air intérieur. Et vous allez voir, ils vont nous donner quelques astuces pour justement limiter la présence de ces perturbateurs endocriniens dans l'air de notre maison. C'est un reportage de Mathias Araez. Medieco travaille depuis quelques années sur le sujet des perturbateurs endocriniens, notamment dans le bâtiment. On sait qu'ils sont présents dans nos maisons et on les retrouve sur des sources fixes. Donc c'est plutôt le bâtiment en lui-même, donc les produits de construction, les sols, ce genre de choses. Donc, il existe beaucoup de familles de perturbateurs endocriniens. Donc, il y a des plastifiants, comme les phtalates et les bisphénols, qu'on peut retrouver dans les contenants alimentaires en plastique. Une autre famille qui est bien connue, ce sont les retardateurs de flamme. Une autre famille, ce sont les PFAS, ou les perfluorés, qui ont la propriété d'être imperméabilisants. Et enfin, on a plein d'autres familles qu'on a regroupées ici en autres, qui sont présents dans les cosmétiques et les produits d'entretien. Pour évaluer l'exposition aux perturbateurs endocriniens, Medieco travaille avec des partenaires et réalise des mesures dans les établissements comme les crèches ou les écoles. On utilise du coup une pompe, donc c'est un système de prélèvement d'air où l'air passe dans le tuyau, on l'envoie dans un petit tube et les molécules qu'on recherche vont être piégées dans ce tube. Ensuite, on envoie ce tube en laboratoire pour analyse. Difficile aujourd'hui de faire des préconisations sur le sujet des perturbateurs endocriniens parce qu'il n'existe aucune réglementation. Du coup, il faut appliquer les bons gestes au quotidien, c'est-à-dire aérer et nettoyer régulièrement son logement. Et on peut également éviter les plastiques. Medieco travaille avec les professionnels du bâtiment pour intégrer les questions de santé, notamment les questions des polluants émergents comme les perturbateurs endocriniens. Voilà, alors il y a des services qui existent aussi pour les particuliers. Vous pouvez aussi demander à des spécialistes de venir
évaluer la qualité de l'air de votre maison. Pour finir, juste quelques mots sur les produits ménagers, parce que là encore, comment bien les choisir? Est-ce qu'il y a des labels dans lesquels on peut avoir confiance? Là, j'ai envie de dire que c'est peut-être le rayon dans lequel c'est le plus simple, en fait, parce que, grosso modo, on peut se débrouiller à la maison simplement avec du vinaigre et puis du bicarbonate, ou si on préfère effectivement avoir des parfums agréables, on peut se diriger vers des produits qui ont le label EcoCert, qui est le plus rigoureux, Nature et Progrès aussi, et puis le label Ecolabel. Juste une petite remarque sur le label Ecolabel, c'est plus un label environnemental qu'un label pour notre santé à nous, en fait. Enfin, indirectement, ça l'est, mais c'est plus dans la conception du produit que dans notre protection. Eh bien, un grand merci à tous les deux pour ces conseils pratiques qui devraient devenir des réflexes pour tout le monde. Mais j'aurais vraiment aimé ne pas avoir besoin de faire ce type d'émission. Peut-on espérer un jour que ces perturbateurs endocriniens disparaissent de notre quotidien, que nous ne soyons plus obligés à chaque fois de lire toutes les étiquettes, de réfléchir à ce que l'on va manger, ce qu'on va mettre sur la peau, etc. Bon, il ne s'agit pas non plus d'en faire une obsession, mais cela peut vite quand même devenir un casse-tête. Donc, un grand merci à tous les deux. Donc, on aère sa maison au moins 2 fois par jour. On préfère les meubles vieux aux meubles neufs. On lave ses vêtements avant de les porter. On apprend à lire les étiquettes des aliments et des produits. Plus c'est court, mieux c'est. Et on évite le plastique. On évite surtout de le faire chauffer avec des aliments à l'intérieur. Et dès qu'on peut, on transvase les aliments dans des récipients en verre. Voilà pour ces conseils. Merci à tous. Merci à vous. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.